Bonjour et bienvenue à cette semaine en Turquie. Aujourd'hui, je serai accompagnée par Buket Türkmen, l'universitaire sociologue à l'Institut avancé de Paris, pour une partie de l'émission. On va parler d'un grand développement dans le cas des académiciens de la paix qui étaient signataires d'une pétition pour la paix en 2016 et qui ont été aux cibles du gouvernement par le biais d'un décret-loi et des procès. Madame Türkmen est aussi signataire de cette pétition. Saisie sur le cas des académiciens, la Cour constitutionnelle a estimé que leur condamnation constitue une violation de la liberté d'expression et a ordonné le renouvellement de leur jugement. En janvier 2016, un groupe d'enseignants et de chercheurs connus sous le nom d'Académiciens de la paix avait signé une tribune intitulée « Nous ne serons pas complices de ce crime ». Plusieurs centaines de poursuites ont été initiées contre ces académiciens et leurs soutiens. 9 d'entre eux ont formé un recours individuel auprès de la Cour constitutionnelle pour non-respect de leurs droits. 8 des 16 juges ont estimé qu'aucun non-respect de droit n'était constaté, contre 8 qui pensaient le contraire. En cas d'égalité des voix, celle du président Zühtü Arslan étant prépondérante, le tribunal a statué que leurs droits n'avaient pas été respectés. Il a également ordonné le versement de 9000 livres turcs de dédommagement à chacun des plaignants. Le 30 juillet, le tribunal a publié sa décision motivée. Il y est écrit, je cite, « L'on se doit d'être plus sensible dans le domaine de la réaction judiciaire à ce type de déclaration, car ce type d'intervention, en empêchant le public d'être au courant d'une opinion différente, même difficile à accepter par la majorité, concernant un sujet d'une extrême importance pour le pays, constitue un obstacle à la liberté de s'informer. » Fin de citation. Il est probable que cette décision fasse jurisprudence pour les 784 académiciens qui attendent d'être jugés. Madame Türkmen, que signifie ce jugement pour les académiciens? Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que c'est un retour à la normale pour vous? En fait, nous sommes un peu vigilants on est tous optimistes parce qu'on est tellement sûr qu'on a raison et que tôt ou tard, on va comprendre que nous avons raison. L'histoire va écrire ça de toute façon. Mais pour l'instant, nous savons que ce jugement qui est voté 8 contre 8 votes opposants à la décision de la Cour constitutionnelle. Et pourquoi est-ce que le pour a emporté pour les universitaires de paix, c'est-à-dire la décision comme quoi l'accusation des universitaires était une atteinte à la liberté d'expression et c'était contre la Constitution. Et donc, pourquoi on a pris cette décision? Parce que le président de la Cour constitutionnelle a utilisé son initiative qui compte de 2 votes. Et donc, la décision a été prise 9 contre 8 votes opposantes. Pourquoi je souligne cela? Parce que ça veut dire que la moitié des membres de la Cour constitutionnelle étaient contre cela, contre cette décision prise par la Cour constitutionnelle. En fait, on pense que encore il y a une résistance de la part d'une partie des juges et disons du système juridique en Turquie qui pensent qu'il est légitime de condamner l'expression et la déclaration d'une idée, d'une pensée politique. Alors que quand vous regardez, quand vous lisez, moi j'ai lu avant de venir ici, depuis 2 jours, je lis en soulignant la décision de la Cour constitutionnelle, ça a été publié en 40 pages quand même, c'est comme un cours du droit constitutionnel. Ça peut être enseigné dans les facultés de droit, c'est tellement bien étudié, je pense, et ça donne tellement de références au procès antérieurs, comme par exemple le procès de cet enseignant, comment elle s'appelait, Ayşe Çelik, le procès de Ayşe Çelik qui avait prononcé des idées comme les nôtres. Elle disait à la télé, elle a appelé la télé et elle a dit je suis très triste parce que je suis enseignante et institutrice et je vois que les enfants sont morts pendant cette guerre. Il faut arrêter cette guerre. Il faut penser aux enfants, elle a dit. Et parce qu'elle a dit ça, on l'a accusée de supporter la terreur et elle a fait le prison. Donc
comme vous savez, récemment, elle a aussi été libérée et son procès est annulé par la Cour constitutionnelle, encore une fois. Donc, et aussi, récemment, nous avons aussi d'autres procès qui sont finis avec, comment on dit en français, je ne sais pas, mais le fin heureux, comme on dit dans le cinéma Hollywood, ça s'est terminé bien, ça se termine de plus en plus bien, notre histoire. Et je pense que ça va finir bien. Mais pour l'instant, il faut être méfiant, il faut être vigilant, parce qu'il ne faut jamais oublier que la moitié du système juridique est encore... ils ne sont pas convaincus encore. Ça montre ça, en fait, cette décision. Et qu'est-ce que vous entendez de plus? J'aimerais bien que, bien sûr, tout le système juridique soit convaincu que la Constitution, notre Constitution, c'est pas une Constitution contre les libertés. Bon, c'est pas une Constitution très bien écrite, mais quand même, dans la Constitution, l'article 26 concerne la protection de la liberté d'expression. Et c'est très clair, cet article. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi les juges ne sont pas d'accord là-dessus. Et aussi, il faut souligner quelques peut-être articles dans cette décision de la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont précisé que notre déclaration ne supporte en aucune façon l'utilisation de la violence. Au contraire, notre déclaration, c'est contre l'utilisation de la violence. Et dans la Constitution, on peut limiter la liberté d'expression uniquement s'il y a dans cette déclaration, dans cette expression des pensées, s'il y a un support à la violence, un soutien à la violence, un soutien à la terreur. Bien sûr, là, on peut limiter la liberté d'expression parce que dans aucun pays, on peut être libre de soutenir la terreur. Ça, c'est inadmissible, si j'ose dire. Mais dans notre déclaration, il n'y a pas une seule phrase pour l'utilisation de la violence. Au contraire, on accuse notre État parce qu'il utilise la violence contre les civils. Et accuser l'État, c'est aussi protégé par la Constitution. Par notre Constitution en Turquie, tout citoyen peut critiquer l'État. Et ceci ne peut pas être limité, c'est protégé dans le cadre de la liberté d'expression, article 26, toujours. Merci pour cette réponse. Bon, je ne suis pas juriste. J'ai étudié en venant ici, j'ai appelé mon avocate, je lui ai demandé aussi. Et depuis le début de cette histoire, depuis 3,5 ans, nous sommes devenus mi-juristes parce que on est vraiment, malheureusement, on n'est plus dans un système juridique qui marche bien. Donc, on voulait être sûr de nos droits, on voulait être sûr de ce que dit la Constitution, ce que ça veut dire ces articles dans la Constitution. Les articles écrits dans la Constitution, ce ne sont pas des articles qui sont écrits comme ça pour faire plaisir, pour faire joli. Ce sont des articles fondés. Et pourquoi ce sont des articles fondés? Parce que depuis des années, il s'est passé des choses dans notre histoire. Il s'est passé des choses. Il y a eu tant de gens qui étaient emprisonnés à cause de l'expression de leur pensée politique. Pour des raisons idéologiques, politiques, il y a eu tant de gens qui ont été torturés dans les prisons, qui ont été emprisonnés. Et c'est pour ça, maintenant, dans la Constitution, nous avons cette protection de la liberté d'expression. Et bon, ça existe dans la Constitution, mais il faut l'appliquer. Il faut appliquer la loi. Merci. Maintenant, on va passer, on va parler de l'académicien Tuna Altıner, accusé d'être membre du PKK et détenu depuis le 11 mai et a comparu devant le tribunal. Le juge a ordonné sa remise en liberté. L'académicien Tuna Altıner, enseignant à l'université Lyon 1, qui avait vu son passeport confisqué dès son arrivée le 11 mai à l'aéroport d'Istanbul puis arrêté, a été remis en liberté par le tribunal le 30 juillet. L'accusation lui reprochait d'avoir été l'interprète du député HDP, Faysal Sarı Yıldız, lors d'une réunion publique organisée par l'association Amitié Kurde de Lyon et Rhône-Alpes.
Altenel avait été arrêté le 11 mai lors de son arrivée dans la ville de Balıkesir d'où il est originaire. L'acte d'accusation précisait que s'il avait été arrêté pour propagande d'une organisation terroriste, les faits constatés devaient être considérés dans le cadre d'une appartenance à une organisation terroriste. L'académicien a déclaré dans sa défense ne pas avoir fait de la propagande d'une organisation terroriste, légale ou illégale, de quelque manière que ce soit. Le procureur, après avoir pris en compte le temps passé par l'accusé sous les barreaux, a demandé sa remise en liberté sous contrôle judiciaire en attente de son prochain jugement le 19 novembre. Le tribunal a ordonné sa remise en liberté sans contrôle judiciaire. Avec Tuna Altener, on peut parler aussi de l'universitaire Füsun Üstel. Ils ont des parcours un petit peu parallèles. Et vous avez écrit une tribune au journal de Gazete Duvar et vous avez dit « Nos professeurs sont en prison et c'est tout ». Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Tout d'abord, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire cet article, c'était parce que il faisait une semaine que j'avais pu visiter ma professeure Füsun Üstel en prison. Et grâce à notre avocate commune, elle a pris une permission spéciale pour que je puisse entrer. Et c'était une expérience pour moi que je n'avais pas vécue avant. Je n'avais jamais entré dans une prison, voir ma professeure, parce que j'ai été son étudiante quand j'étais à la licence en sciences politiques. Et quand je l'ai vue comme ça, entre les gardiens, on l'a amenée et on a dû parler au téléphone. Bon, c'est la procédure ordinaire, n'est-ce pas? Mais voir votre prof dans un tel état, ça choque quand même. Et après, j'ai pensé aussi que les gens considèrent en Turquie maintenant que les choses retournent au normal, entre guillemets, alors que nous avons nos professeurs, nos collègues en prison, nous avons des journalistes en prison, nous avons nos collègues qui ont perdu tous leurs droits, leur travail d'accord, mais aussi leur passeport, leurs droits sociaux. Ce sont devenus des morts civiles en quelque sorte, des centaines de collègues qui ont perdu toute leur vie et du coup, d'un jour à l'autre, avec comment on dit KHK, c'était décret-loi. Avec un décret-loi, on a mis leur nom et c'est fini pour eux. La vie est finie. Et comme si tout ça était réglé, mais les gens, les citoyens turcs font semblant que la vie continue normalement. Ils essaient de continuer la vie, ça je comprends. Mais quand même, il faut admettre aussi que les choses vont mal dans ce pays en ce moment. On est dans une situation grave. Les universités sont vidées. Il n'y a plus de... Tous mes collègues, disons des centaines de collègues soit ils ont démissionné comme moi j'ai démissionné de l'université Galatasaray parce qu'on me limitait mes activités académiques, parce que j'avais signé une déclaration et c'était, disons en quelque sorte, l'arbitraire du président de l'université de Galatasaray. C'était lui qui décidait qu'il fallait faire comme ça. Les autres universités, par exemple Boğaziçi, ne faisaient pas comme ça. Donc c'est du pur arbitraire des présidents et des présidents d'université. Et ensuite, il y a eu des gens qui ont été licenciés par des décrets-lois ou par des procès administratifs aussi, des sanctions administratives. Donc les choses vont mal, il faut l'admettre. Et quand j'ai écrit cet article, j'ai pensé qu'il faut parler, tout d'abord, il faut remercier nos collègues Tuna et Füsun Üstel parce qu'ils se sont sacrifiés en quelque sorte pour tout le procès, parce que grâce à eux, maintenant, tout le monde a compris que les choses vont mal. Et il a suffi qu'il y ait 2 collègues en prison pour que les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose de mal, d'inadmissible dans ce pays. Et j'ai voulu écrire aussi cet article pour parler un petit peu de notre état d'âme, état d'esprit, parce que nous avons pu être forts et aussi un peu têtus tout au long de ce procès, parce que
nous étions solidaires. Comme dit Tuna, la solidarité fait vivre. C'est la fameuse phrase de Tuna. Il finit tous ses mails avec ça. La solidarité fait vivre. Mais aussi, la solidarité rend libre, comme on voit dans le cas de Tuna et de Fusun. C'est grâce à notre solidarité que nous nous sentons libres malgré un procès de terreur sur nous, et aussi grâce à cette solidarité que nous pouvons continuer à vivre conformément aux exigences d'une vie normale. Nous essayons de vivre une vie normale, malgré le fait que beaucoup de collègues n'ont plus de salaire, n'ont plus de droits sociaux. On a fondé des cagnottes, des caisses de solidarité pour nos collègues, et on essaie, surtout notre syndicat Eğitim Sen était très décidé à ce point-là. Ils ont fait une caisse et on a recueilli de l'argent de la part de ceux qui n'ont pas perdu leur salaire, et voilà, on continue depuis 3 ans et demi à vivre, et malgré toute cette oppression qu'on a vécue. Personne n'a retiré, bon, il y a eu bien sûr des gens qui ont retiré leur signature, mais c'est vraiment minime. Et on continue. Et donc c'est la solidarité qui est très importante dans notre histoire. Je crois que c'est un début, c'est un commencement dans l'histoire académique en Turquie. Après ça va avoir toujours des effets dans l'histoire académique. Tout le monde va se rappeler de cette période. Mais j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves qui n'ont pas le meilleur de l'éducation, qui ont vu leur professeur être viré, démissionner, des milliers de gens ils étaient très tristes. Non, surtout à Galatasaray, j'étais du département de sociologie, et par hasard, tous nous avions signé la pétition, sans être au courant les uns des autres. Chacun à son coin, on avait signé la pétition. Et du coup, on s'est rendu compte que tout le département de sociologie, sauf le doyen, notre doyen était aussi membre du département de sociologie, tous, nous avions signé la pétition. Et nos étudiants, ils étaient très solidaires avec nous tout au long de ce procès. Mais quand même, ils étaient très inquiets. Quand j'ai démissionné, surtout, ils ont été inquiets que les autres aussi partent. Moi, je n'ai pas voulu partir. J'ai beaucoup hésité. Mais après, c'est vraiment une décision individuelle. Après tout, bon, on vit... Quand je suis partie, j'étais toujours avec eux. Il faut le dire aussi. J'étais toujours dans leur groupe WhatsApp. On n'a pas enlevé mon nom de la porte de mon bureau, et ça existe toujours, je l'ai vu. Et mon bureau, on l'a gardé. Ils espèrent qu'un jour je vais rentrer, je vais revenir, et que tout le monde va revenir. Moi aussi, j'espère que on va revenir au point où on avait tout laissé. Donc j'espère que, bon, on a vécu plein de choses, mais ce n'est pas pour quitter éternellement la Turquie qu'on est parti. On a tous cet espoir de rentrer un jour, il faut le dire. Je suis à Paris, je suis entourée par des collègues signataires. Il y a des gens qui sont venus sans passeport, parce que bon, les décrets-lois annulaient aussi les passeports des licenciés. Et donc voilà, on est vraiment au début de notre séjour, mais quelques-uns de nos collègues étaient dans la misère, on peut le dire, mais la solidarité fait vivre, comme le dit Tuna. Mais la solidarité, c'est difficile à supporter aussi de temps en temps. Quand vous êtes solidaire, c'est ça que j'ai voulu écrire dans cet article. Quand vous êtes dans la solidarité, vous êtes tous très proches les uns et les autres. On est tellement serrés, on se serrer quelqu'un dans ses bras, c'est le caresser, d'accord, c'est pour donner de la chaleur, n'est-ce pas, à cette personne. Mais en même temps, ça l'étouffe aussi. On était tous étouffés en même temps de la solidarité.
Donc c'est difficile de continuer comme ça, uniquement solidaires les uns les autres, sans avoir le soutien du système juridique de notre pays, sans avoir le soutien d'un système démocratique. C'est vraiment difficile de continuer. Mais on ne va pas quitter le jeu. On ne lâche rien. Merci beaucoup et merci d'être venu. Je vous remercie de ce Ça a programme. été un plaisir. Et on continue. À Istanbul, plusieurs associations ont organisé une manifestation de soutien aux réfugiés. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, s'est exprimé sur ce sujet. Il a déclaré qu'aucune personne habitant de manière légale en Turquie ne sera expulsée. De son côté, le gouverneur d'Istanbul a rencontré un collectif d'associations de Syriens. Plusieurs associations de soutien aux réfugiés ont organisé le 27 juillet à Istanbul une manifestation pour protester contre la politique d'expulsion visant les réfugiés syriens. L'on a pu y entendre des slogans en soutien aux réfugiés comme « Vive la fraternité, à bas le racisme » ou « Les migrants nous sont confiés par Allah ». D'autre part, le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, qui avait déjà fait plusieurs déclarations sur l'expulsion de Syriens non enregistrés à Istanbul, a tenu de nouveaux propos dans ce domaine. Il a notamment déclaré qu'il n'était pas question qu'aucun Syrien sous protection temporaire ou ayant un statut sous protection internationale ou que quelconque étranger disposant d'un titre de séjour en Turquie ne soit expulsé. Le gouverneur d'Istanbul, Ali Al-Likaya, s'est quant à lui réuni avec les représentants d'un collectif d'associations de Syriens. Le sujet des discussions était l'expulsion hors d'Istanbul des Syriens non enregistrés. À la sortie, les représentants des associations ont déclaré que le gouvernorat prendrait en charge les frais de déplacement hors d'Istanbul et que les Syriens non enregistrés en Turquie ne seront pas expulsés du pays. Le ministre de la Défense nationale, Hulusi Akar, s'est entretenu avec son homologue américain, Esper, au téléphone. Il lui a dit qu'une zone sécurisée sous contrôle de la Turquie devrait être constituée en coordination avec les États-Unis et à la frontière de la Syrie. Le Conseil de sécurité nationale s'est réuni sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan en vue d'examiner les questions de la sécurité pour la Turquie. Un communiqué de presse a été diffusé en fin de conseil, expliquant que les événements récents en Syrie avaient conduit à une absence d'autorité publique dans le nord de ce pays, constituant un danger pour la Turquie. Il est également fait mention des efforts pour constituer une zone baptisée « Corridor de la paix ». D'autre part, le ministre de la Défense nationale Hulusi Akar et le secrétaire à la Défense des États-Unis Mark Esper se sont entretenus au téléphone. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, les discussions entre les deux hommes ont porté sur la constitution en Syrie d'une zone de sécurité et sur le YPG. Le communiqué souligne également que Hulusi Akar a précisé à son homologue que si aucun accord n'était trouvé avec les États-Unis, la Turquie allait constituer toute seule cette zone sécurisée. Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre suite aux élections du 7 juillet en Grèce, a critiqué la Turquie lors de son premier voyage à l'étranger dans la partie grecque de Chypre. La République turque de la Chypre du Nord a condamné ces propos. Le nouveau Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a effectué son premier voyage à l'étranger dans la partie grecque de Chypre. Il y a déclaré que la priorité de son gouvernement était de mettre fin à l'occupation turque de Chypre. Après sa rencontre avec le président de la partie grecque Nikos Anastasiadis, Mitsotakis a dit qu'aucune réunion entre le sud et le nord de Chypre n'était concevable tant que les soldats turcs n'auraient pas quitté l'île. Mustafa Akıncı, président de la partie turque de Chypre, a exprimé quant à lui son optimisme sur sa prochaine rencontre avec Anastasiadis, programmée pour le 9 août. Le premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, Ersin Tatar, en visite à Istanbul, a vivement réagi aux propos du premier ministre Mitsotakis. Il a déclaré que les propos de ce dernier, dans la partie grecque de Chypre, montraient bien que, même si les gouvernements en Grèce changeaient, les rêves et les mauvaises politiques des dirigeants grecs concernant Chypre, elles, ne changeaient pas. Le film Kardeşler, Les Frères en français, de Muratay a remporté le prix du meilleur long métrage au festival du film Close Up à Reykjavik. Fruit d'une collaboration entre la Turquie, la Bulgarie et l'Allemagne, est projeté en avant-première au 25e Festival international du film d'Adana, Kardeşler est le premier long-métrage réalisé par Muratay, dont les rôles principaux sont incarnés par Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin et Gözde Mutluer.
herkes bir yere gidiyor. Ce sont les comptes Twitter du réalisateur et du film qui ont annoncé avoir remporté ce prix en Islande. Cette production a déjà remporté 5 prix, dont celui du meilleur film, au 24e Festival du film turco-allemand à Nuremberg. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.